Une fille pauvre trébuche sur une voiture abandonnée et entend des coups venir du coffre. En l'ouvrant, elle découvre un millionnaire kidnappé et au bord de la mort. Elle l'aide puis disparaît sans dire son nom, mais laisse derrière elle quelque chose d'impossible à ignorer. La cicatrice sur son visage est identique à celle de la fille qu'il croyait avoir perdue pour toujours. Le brouillard s'élevait lentement au-dessus de la casse automobile abandonnée à la périphérie de Lyon, créant un voile fantomatique qui enveloppait les carcasses métalliques. C'était un de ces endroits oubliés que la ville moderne avait laissé derrière elle, à la lisière du quartier industriel et de la zone résidentielle modeste de la Duchère. Les premières lueurs de l'aube peinaient à percer cette brume tenace de novembre, donnant au paysage de ferraille une allure presque irréelle. Mathilde Rousseau, 11 ans. Le visage mince, encadré par des cheveux châtains ébouriffés, se faufilait entre les voitures abandonnées. Sa silhouette frêle se déplaçait avec l'agilité d'un chat, habitué à naviguer dans ce labyrinthe de métal. Pour elle, cette casse n'était pas un lieu sinistre, mais un terrain de jeu et de survie. Chaque matin, avant que les premiers employés des entrepôts voisins n'arrivent, elle venait y chercher des pièces de métal à revendre au marché noir de la récupération. Ce matin-là, pourtant quelque chose était différent. Un véhicule qu'elle n'avait jamais vu auparavant était parqué dans un recoin isolé, à moitié dissimulé par des carcasses empilées. Une Mercedes noire, récente, qui n'avait rien à faire dans cet endroit. Intriguée, Mathilde s'approcha avec précaution, son instinct de survie en alerte. Lorsqu'elle posa sa main sur la carrosserie encore intacte, un bruit sourd la fit sursauter. Un coup, venant de l'intérieur du coffre. Son cœur s'accéléra. Un autre coup résonna, puis un gémissement étouffé. « Il y a quelqu'un » murmura-t-elle, s'approchant du coffre avec hésitation. Un nouveau bruit, plus distinct cette fois, confirma sa présence. Mathilde regarda autour d'elle, vérifiant qu'elle était bien seule, puis chercha comment ouvrir ce coffre. Par chance, la serrure semblait avoir été forcée, puis mal refermée. Avec un effort, elle parvint à soulever le lourd couvercle. L'homme qui apparut était dans un état alarmant. La cinquantaine élégante malgré les circonstances, le visage couvert d'échymoses, les poignets et les chevilles liés par des cordes, un bâillon improvisé sur la bouche. Ses yeux bleus, injectés de sang mais intensément lucides, s'écarquillèrent en voyant la petite silhouette de Mathilde se découper dans la lumière grise de l'aube. Il y avait dans ce regard une étincelle de surprise absolue, comme s'il avait vu un fantôme. Sans hésiter, Mathilde sortit le petit couteau qu'elle gardait toujours pour se défendre et entreprit de couper les liens. Ses mains agiles travaillaient rapidement, tandis que l'homme la fixait avec une intensité troublante. « Je vais vous aider. »« C'est monsieur, » dit-elle simplement, avec cet accent des faubourgs lyonnais qui trahissait ses origines modestes. Lorsque le bâillon tomba, l'homme prit une grande inspiration douloureuse. « Merci, » articula-t-il d'une voix rauque. « Comment t'appelles-tu ?»« Mathilde, » répondit-elle distraitement, concentrée sur les cordes qui entravaient encore ses jambes. « Mathilde, » répéta-t-il avec une émotion qu'elle ne comprit pas. Une fois libéré, l'homme tenta de se redresser, mais la douleur le fit grimacer. Il était visiblement resté longtemps dans cette position inconfortable, et chaque mouvement lui arrachait une expression de souffrance. « Il faut vous emmener à l'hôpital », déclara Mathilde, avec un pragmatisme étonnant pour son âge. L'homme hocha faiblement la tête, mais son regard ne quittait pas le visage de la fillette. Une cicatrice en forme de croissant de lune marquait sa joue droite, juste sous l'œil, et cette vue semblait le bouleverser profondément. « Tu ressembles tellement à... » commença-t-il. Mais un bruit de moteur au loin le fit s'interrompre. Mathilde se raidit. « Je dois partir, » dit-elle précipitamment. « Attends !» L'homme essaya de la retenir, mais elle s'était déjà éclipsée entre les carcasses, aussi silencieuse qu'une ombre. Quelques minutes plus tard, un camion de livraison s'arrêtait à l'entrée de la casse. Les deux chauffeurs, surpris de trouver un homme en costume déchiré titubant vers eux, s'empressèrent de lui porter secours. Antoine Mercier, PDG du groupe Mercier Technologies, l'une des entreprises les plus prospères de Lyon, venait d'échapper à un enlèvement qui aurait pu lui coûter la vie. À l'Hôtel-Dieu, le grand hôpital historique de Lyon, reconverti en établissement moderne, les médecins s'affairaient autour d'Antoine. Déshydraté, contusionné, mais miraculeusement sans blessure grave. Il répondait mécaniquement aux questions des policiers venus recueillir sa déposition. « C'était hier soir, en sortant de mon bureau », expliquait-il, le regard dans le vague. « Je montais dans ma voiture au parking souterrain quand quelqu'un m'a attaqué par derrière.
Je me souviens d'un chiffon sur mon visage, puis c'est le noir. Le commissaire Leroy, un homme trapu aux cheveux poivre et sel, prenait des notes avec application. « Vous avez des souvenirs de l'endroit où vous avez été retenu ?» Antoine ferma les yeux, essayant de rassembler les fragments de mémoire. Un entrepôt. Des voix. Plusieurs hommes discutèrent d'argent. J'ai entendu l'un d'eux dire que je ne serais plus un problème. Reconnu quelqu'un? Non, j'étais à moitié conscient, mais... Il hésita. L'un d'eux avait un accent particulier, légèrement méridional. Le commissaire hocha la tête. « Et cette petite qui vous a trouvé? Vous pourriez la décrire ?» À cette question, le visage d'Antoine se transforma. Une émotion violente traversa ses traits, mélange de douleur et d'espoir insensé. « Elle ressemblait trait pour trait à ma fille, » murmura-t-il. « Même visage, mêmes yeux et surtout, la même cicatrice en forme de croissant sous l'œil droit. » Le policier échangea un regard avec son collègue. Il avait étudié le dossier avant de venir. Antoine Mercier avait perdu sa fille unique, Sophie, dans un accident de voiture 2 ans auparavant, lors d'une nuit de tempête. La voiture avait été retrouvée dans le Rhône, mais le corps de l'enfant n'avait jamais été récupéré, emporté par les eaux déchaînées du fleuve. « Monsieur Mercier, » dit doucement le commissaire, « je comprends votre émotion, mais il faut être réaliste. Votre fille a disparu il y a 2 ans. Cette ressemblance est probablement une coïncidence, ou peut-être l'effet des médicaments et du traumatisme. » Antoine secoua lentement la tête. « Vous ne comprenez pas. Ce n'est pas une vague ressemblance. C'était elle, j'en suis certain. » Sa voix se brisa légèrement. Elle avait même le même prénom que je donnais parfois à Sophie quand nous jouions, Mathilde. Son 2e prénom. Le médecin qui supervisait les soins s'approcha, faisant signe au policier que l'entretien devait se terminer. « Il a besoin de repos », déclara-t-il fermement. Resté seul, Antoine fixait le plafond blanc de sa chambre d'hôpital. Le visage de la petite fille flottait devant ses yeux, se superposant à celui de sa Sophie. La même cicatrice, le même regard intelligent et déterminé. Était-ce possible? La vie pouvait-elle lui offrir un miracle aussi improbable? Ou son esprit, dans un réflexe de protection, créait-il une illusion pour atténuer sa souffrance? Le lendemain matin, contre l'avis des médecins, Antoine signait sa décharge. Sa décision était prise. Il retrouverait cet enfant. Et si le fantôme de sa fille s'était matérialisé dans cette casse automobile pour le sauver, il découvrirait pourquoi. Dans sa luxueuse résidence des hauteurs de Fourvière, qui dominait Lyon de toute sa splendeur, Antoine se dirigea directement vers la chambre de Sophie. La pièce était restée intacte depuis la tragédie, comme un sanctuaire dédié à sa mémoire. Les murs d'un rose pâle, la collection de livres soigneusement rangés, les peluches sur le lit, la boîte à bijoux sur la commode, tout était préservé dans un état de suspension temporelle qui reflétait son incapacité à accepter la disparition de sa fille. Il s'assit sur le lit, caressant machinalement la couverture brodée, puis se dirigea vers le coffre-fort dissimulé derrière un tableau. À l'intérieur se trouvaient les documents relatifs à l'accident. Rapport de police, conclusion de l'enquête, coupure de presse, et enveloppé dans un mouchoir en soie, un petit pendentif en forme d'étoile brisé en 2, retrouvé dans la voiture accidentée. Le dernier cadeau qu'il avait offert à Sophie pour ses 9 ans, quelques semaines avant la tragédie. Antoine serra le bijou dans sa paume, sentant sa surface inégale s'imprimer dans sa chair. Une nouvelle détermination l'animait. S'il existait ne serait-ce qu'une infime possibilité que cet enfant de la casse soit sa Sophie, il remuerait ciel et terre pour la retrouver. Le soir même, malgré les recommandations des médecins et les inquiétudes de sa gouvernante, Madame Lefebvre, il retournait à la casse automobile, une glacière remplie de nourriture et de bouteilles d'eau à ses pieds. Il s'installa dans sa nouvelle voiture, une berline discrète très différente de sa Mercedes habituelle, et attendit. 3 jours passèrent ainsi. 3 jours où il venait chaque matin avant l'aube, déposait de la nourriture près de l'endroit où il avait été retrouvé, puis se postait à distance, patient comme un chasseur. La casse demeurait déserte, hormis quelques récupérateurs occasionnels qui venaient en chercher des pièces détachées. Le 4e jour, alors qu'il commençait à douter, il la vit enfin. Pas dans la casse, mais derrière un supermarché voisin, fouillant dans les poubelles à la recherche de nourriture encore consommable. Son cœur fit un bond dans sa poitrine. À distance, la ressemblance était encore plus frappante. Antoine sortit lentement de sa voiture et s'approcha, craignant de l'effrayer. La fillette, alertée par un 6e sens que développent ceux qui vivent dans la rue, se redressa immédiatement, prête à fuir. « N'aie pas,
Peur, dit-il doucement, restant à bonne distance. Je suis l'homme que tu as aidé l'autre jour. Je voulais te remercier. Mathilde le fixait avec méfiance, son petit corps tendu comme une corde d'arc. Vous allez bien maintenant? Demanda-t-elle finalement, sa voix trahissant un soulagement sincère malgré sa posture défensive. Grâce à toi, oui. Il lui sourit, puis montra le sac qu'il tenait. J'ai apporté de quoi manger, un vrai repas chaud. Voudrais-tu te joindre à moi? Mathilde regardait alternativement le sac de nourriture et le visage de l'homme. La faim tiraillait son estomac, mais la prudence, cette fidèle compagne des enfants de la rue, lui dictait la méfiance. Antoine comprit son dilemme et s'accroupit lentement pour se mettre à sa hauteur, gardant une distance respectueuse. « Regarde, dit-il en ouvrant le sac pour lui montrer son contenu. Des sandwichs, des fruits, du chocolat chaud dans ce thermos. Tu peux prendre ce que tu veux et partir. Ou bien nous pouvons manger ensemble, ici, en plein air. » La fillette hésita encore quelques secondes avant de s'approcher à petits pas. « D'accord, murmura-t-elle, mais on reste dehors. » Antoine sourit et s'assit sur un muret bas, sortant la nourriture qu'il avait préparée avec soin. Il tendit un sandwich à Mathilde, qui le prit avec précaution et commença à manger avec une lenteur délibérée, comme pour faire durer ce festin inattendu. Malgré sa faim évidente, elle avait cette dignité particulière des enfants qui ont dû grandir trop vite. « Je m'appelle Antoine, » dit-il simplement. « Antoine Mercier. Je sais qui vous êtes, » répondit Mathilde en le surprenant. « J'ai vu votre photo dans un journal qui parlait de votre disparition. » Antoine hocha la tête, impressionné. « Et tu sais lire ?» « Bien sûr, » répliqua-t-elle avec une pointe de fierté offensée. « Ma grand-mère était institutrice. Elle m'apprend des choses, même si je ne vais pas à l'école. »« Ta grand-mère » Antoine sentit son cœur s'accélérer. « Tu vis avec elle ?» Mathilde acquiesça tout en prenant une gorgée de chocolat chaud. « Oui, sous le pont de la Guillotière. On a une tente et des cartons. C'est mieux que le foyer. » Antoine encaissa cette information, imaginant cet enfant qui pourrait être sa fille, dormant sous un pont dans le froid de novembre. « Et tes parents ?» demanda-t-il doucement. Le visage de Mathilde se ferma instantanément. « Je ne sais pas. Grand-mère dit qu'elle m'a trouvé au bord de la rivière il y a 2 ans, après la grande inondation. Je ne me souviens de rien avant ça. » Un frisson parcourut Antoine. L'inondation, 2 ans. Le Rhône déchaîné qui avait emporté la voiture de sa femme, avec leur fille à l'intérieur. Était-ce possible? Les dates correspondaient. Mais comment aborder ce sujet avec cette enfant méfiante sans la faire fuir? « Eh, tout, tu n'as aucun souvenir. »« Rien du tout ?» demanda-t-il en essayant de contrôler le tremblement de sa voix. Mathilde prit le temps de finir sa bouchée avant de répondre. « Des cauchemars, admit-elle. De l'eau partout, des lumières qui s'éteignent. Et parfois, je me réveille en criant un nom, mais je ne sais pas qui c'est. » Elle haussa les épaules avec une résignation qui serra le cœur d'Antoine. « Grand-mère dit que j'ai eu un choc à la tête quand elle m'a trouvé. C'est pour ça que j'ai oublié. » Antoine résista à l'envie de la prendre dans ses bras, de lui dire qu'il croyait savoir exactement qui elle était. Ce n'était pas le moment. Il lui fallait d'abord gagner sa confiance, puis celle de cette mystérieuse grand-mère. « Comment va ta grand-mère » demanda-t-il en changeant légèrement de sujet. « Elle doit être courageuse pour s'occuper de toi dans ces conditions. » Le visage de Mathilde s'éclaira d'un sourire tendre. Elle est très forte, mais l'hiver est dur pour ses articulations. Et puis, les assistantes sociales veulent toujours nous séparer. Elles disent qu'à son âge, elle ne peut pas s'occuper de moi correctement. Son expression se durcit. Mais on restera ensemble. On s'est promis. Antoine observait cette détermination si familière. Sophie avait exactement cette expression quand elle défendait une conviction. Ce mélange de douceur et de fermeté inébranlable. « Je comprends, » dit-il sincèrement. « Dis-moi, Mathilde, est-ce que ta grand-mère et toi accepteriez un peu d'aide? Pas de charité, » ajouta-t-il rapidement en voyant son expression se refermer. « Mais un arrangement. J'ai une petite maison vide dans le quartier de la Croix-Rousse. Vous pourriez y habiter au chaud, avec de l'eau courante et de l'électricité. En échange, tu irais à l'école. C'est tout ce que je demande. » Mathilde le dévisagea avec suspicion. « Pourquoi vous feriez ça? Vous ne nous connaissez même pas. » Antoine prit une profonde inspiration. « Tu m'as sauvé la vie. Je te dois quelque chose en retour. » Et puis, il hésita, choisissant ses mots avec soin. « J'ai perdu ma famille il y a quelque temps. Cette maison reste vide. C'est du gâchis, autant qu'elle serve à quelqu'un. » La fillette semblait réfléchir intensément,
pesant le pour et le contre avec une maturité étonnante pour son âge. « Il faut que j'en parle à grand-mère, dit-elle finalement. Elle décidera. »« Bien sûr, approuva Antoine. Voudrais-tu que je rencontre ta grand-mère? Je pourrais lui expliquer moi-même. » Mathilde termina son sandwich avant de répondre, essuyant soigneusement ses mains sur son pantalon usé. « Venez demain. Même heure, même endroit. Si grand-mère est d'accord, je vous emmènerai la voir. » Sur ces mots, elle ramassa quelques provisions que lui tendait Antoine, les rangea soigneusement dans son petit sac à dos rapiécé et s'éloigna d'un pas rapide, disparaissant bientôt au coin de la rue. Antoine resta assis un long moment, submergé par une émotion qu'il n'avait plus ressentie depuis la tragédie. L'espoir. Un espoir fragile, incertain, mais bien réel. Cette enfant pouvait-elle vraiment être sa Sophie? Les coïncidences étaient troublantes. L'âge, la cicatrice, l'amnésie. La période de sa découverte correspondant exactement à l'accident. Mais il devait rester prudent. Ne pas s'emballer, ne pas effrayer l'enfant ni cette femme qu'il avait recueillie. De retour dans sa résidence de Fourvière, Antoine passa la soirée à faire des recherches. Il consulta à nouveau tous les documents relatifs à la recherche du corps de Sophie, qui avait été officiellement déclaré perdu après 3 semaines de fouilles infructueuses. Il relut les témoignages des riverains qui avaient vu la voiture être emportée par les flots. Et surtout, il examina attentivement les photos de Sophie, s'arrêtant sur ce détail si particulier. La petite cicatrice en croissant de lune sous l'œil droit, fait résultat d'une chute de balançoire quand elle avait 5 ans. La même cicatrice que portait Mathilde. Il fallait qu'il en ait le cœur net, mais il devait procéder avec méthode et respect. Si cet enfant était bien sa fille, elle avait vécu 2 années difficiles avec cette femme qui l'avait sauvée et élevée comme sa petite fille. Il ne pouvait pas simplement surgir dans leur vie et tout bouleverser. Le lendemain, Antoine se présenta au rendez-vous avec une ponctualité militaire. Il avait troqué son costume habituel contre des vêtements plus simples, un jean, un pull en laine et une veste en daim, pour ne pas intimider Mathilde et sa grand-mère. Dans son sac, il avait placé quelques provisions, des médicaments pour les douleurs articulaires et une enveloppe contenant une somme d'argent raisonnable. Mathilde apparut à l'heure convenue, légèrement essoufflée comme si elle avait couru. « Grand-mère accepte de vous rencontrer », annonça-t-elle sans préambule. « Mais elle dit que si vous êtes un assistante sociale déguisée, elle vous chassera à coups de balai. » Antoine ne put s'empêcher de sourire. « Je te promets que je ne suis pas un travailleur social, juste quelqu'un qui veut aider. » Mathilde hocha la tête puis lui fit signe de la suivre. Elle le guida à travers un dédale de rues étroites, descendant vers les berges du Rhône. À mesure qu'ils s'approchèrent du fleuve, le paysage urbain se détériorait. Les élégants immeubles haussmanniens cédant la place à des bâtiments plus délabrés, puis à des terrains vagues, envahis par les herbes folles. Sous le pont de la Guillotière, dans un recoin relativement abrité des regards et du vent, se trouvait un campement de fortune. Une tente usée mais propre était entourée de cartons servant d'isolation, et un petit réchaud de camping indiquait que les lieux étaient habités en permanence. Une bâche en plastique, tendue au-dessus de l'ensemble, offrait une protection supplémentaire contre la pluie. Devant la tente, assise sur une caisse retournée, se tenait une femme âgée d'environ 70 ans. Mince, le dos droit malgré les années. Elle avait des cheveux gris noués en chignon sévère et un regard d'une intensité saisissante. Vêtue de plusieurs couches de vêtements rapiécés mais propres, elle observait leur approche avec un mélange de curiosité et de défiance. « Grand-mère », annonça Mathilde, « voici le monsieur dont je t'ai parlé. Celui que j'ai aidé. » La vieille dame se leva avec une dignité remarquable. « Martine Dubois », se présenta-t-elle en tendant une main aux veines saillantes, mais à la poigne encore ferme. Qu'ancienne institutrice, maintenant sans domicile fixe, comme vous pouvez le constater. Antoine serra sa main avec respect. « Antoine Mercier, je vous remercie de me recevoir, Madame Dubois. »« Je vous en prie, asseyez-vous, » dit-elle en indiquant une autre caisse à côté de la sienne. « Mathilde m'a parlé de votre proposition. J'avoue qu'elle m'intrigue autant qu'elle m'inquiète. » Antoine s'assit, notant la façon dont la femme avait organisé leur espace de vie avec un souci évident d'ordre et de propreté malgré des moyens dérisoires. « Je comprends vos réserves, Madame Dubois. À votre place, j'en aurais aussi. Alors expliquez-moi, » dit-elle directement. « Pourquoi un homme de votre position s'intéresse soudainement au sort d'une vieille femme et d'une enfant sans papier ?» Antoine regarda Mathilde, qui s'était assise par terre à côté de sa grand-mère, s'appuyant doucement contre ses jambes dans un geste d'affection évident.
Comment expliquer ses motivations sans révéler ses soupçons? Il décida de rester aussi proche que possible de la vérité. « Votre petite fille m'a sauvé la vie l'autre jour », commença-t-il. « J'ai été enlevé et laissé pour abandonner dans un coffre de voiture. Sans son intervention, je ne serais probablement plus là. » Il marqua une pause. En la voyant vivre dans ces conditions, alors qu'elle a fait preuve d'une telle humanité, je ne peux pas simplement continuer ma vie comme si de rien n'était. J'ai les moyens d'améliorer votre situation, sans contrepartie excessive. Martine l'étudiait avec attention, cherchant visiblement à déceler le piège ou l'arnaque dans cette offre trop belle pour être vraie. Et vous voudriez nous loger dans une maison que vous possédez? Gratuitement. Pas exactement gratuitement, précisa Antoine. Comme je l'ai expliqué à Mathilde, j'aimerais qu'elle aille à l'école en échange, une éducation formelle avec des enfants de son âge. Vous, qui étiez institutrice, devez comprendre l'importance de cela. Le regard de Martine s'adoucit légèrement à la mention de l'école. Bien sûr que je comprends l'importance de l'éducation. J'ai enseigné pendant 40 ans à des générations d'enfants. Elle passa affectueusement la main dans les cheveux de Mathilde. J'ai fait de mon mieux pour lui transmettre ce que je sais, mais une véritable scolarité. Sa voix trahissait une tristesse profonde, celle d'une femme qui a dû renoncer à ses principes face aux nécessités de la survie. Le problème, poursuivit-elle avec une franchise désarmante, c'est que nous n'avons pas de papier pour Mathilde. Pas d'acte de naissance, pas de carnet de santé, rien. Les services sociaux poseraient trop de questions. Antoine hocha la tête, comprenant parfaitement la situation. Je peux m'occuper de cet aspect. J'ai des relations qui peuvent faciliter une inscription scolaire, le temps d'établir une situation régulière. Martine plissa les yeux, soudain méfiante. Êtes-vous en train de suggérer des démarches illégales, monsieur Mercier? Absolument pas, assura Antoine. Je parle simplement d'accélérer certaines procédures administratives, en attendant de clarifier la situation de Mathilde. Il se pencha légèrement en avant, baissant la voix. Madame Dubois, cette enfant existe. Elle est là, devant nous. Le fait qu'elle n'ait pas de papiers officiels ne change rien à sa réalité. Elle a droit à une éducation, à des soins, qu'à un toit. Mathilde observait cet échange avec intensité, son regard passant de l'un à l'autre, comme si elle suivait une partie d'échecs particulièrement serrée. Antoine remarqua combien elle semblait vive d'esprit, absorbant chaque mot, chaque nuance. « Et où se trouve cette maison ?» demanda finalement Martine, indiquant par cette question qu'elle commençait à envisager sérieusement la proposition. « Dans le quartier de la Croix-Rousse, » répondit Antoine. « C'est un petit appartement avec 2 chambres, dans un immeuble ancien. Rien de luxueux mais confortable et bien situé, près d'une école primaire. » Il sortit son téléphone et montra quelques photos de l'endroit. C'était en réalité un appartement qu'il avait acheté quelques années auparavant pour loger la mère de son ex-femme, décédée l'année précédente. Il était resté meublé mais inoccupé depuis. Martine examina les images avec attention, puis échangea un long regard avec Mathilde, une de ces communications silencieuses qui se développent entre personnes ayant traversé ensemble des épreuves. « Et si nous acceptions, dit lentement la vieille dame, quelles seraient exactement les conditions? Je veux tout entendre, les petites lignes comprises. » Antoine apprécia cette franchise. Le logement serait mis à votre disposition pour une durée indéterminée. Les charges seraient payées. Je vous verserai également une allocation mensuelle modeste pour couvrir vos besoins essentiels. En échange, Mathilde irait à l'école régulièrement, et vous me permettriez de suivre ses progrès. C'est tout? La suspicion persistait dans la voix de Martine. C'est tout, confirma Antoine. Je ne demande rien d'autre. Pourquoi? La question directe et tranchante venait de Mathilde cette fois. Pourquoi faites-vous ça pour nous? Antoine sentit sa gorge se serrer. Comment répondre sans tout révéler? Parce que tu m'as rappelé quelqu'un, dit-il finalement avec une honnêteté mesurée. Quelqu'un qui m'était très cher et que j'ai perdu. Aider une enfant qui lui ressemble, c'est peut-être ma façon de faire la paix avec le passé. Martine l'observait avec une intensité troublante, comme si elle essayait de lire en lui. « Vous avez perdu une fille », dit-elle doucement. Ce n'était pas une question. Antoine acquiesça simplement, incapable de prononcer les mots. Un silence s'installa chargé d'émotions contenues. Puis Martine se redressa, prenant visiblement une décision. « Nous acceptons votre offre, monsieur Mercier. À l'essai, pour commencer, si quelque chose ne convient pas à Mathilde ou à moi-même, nous partirons sans préavis. » « C'est parfaitement équitable, » approuva Antoine, sentant un immense soulagement l'envahir. « Quand voulez-vous emménager ? » « Demain,
répondit la vieille dame avec un pragmatisme désarmant. Si votre proposition est sincère, il n'y a aucune raison d'attendre le prochain orage ou la prochaine vague de froid. Le lendemain matin, Antoine se présenta avec une petite camionnette de location. Les possessions de Martine et Mathilde tenaient dans quelques sacs et cartons, des vêtements soigneusement pliés malgré leur usure, quelques livres précieusement conservés, des ustensiles de cuisine rudimentaires et une boîte en métal contenant ce qui semblait être des photographies et des papiers personnels. La dignité avec laquelle elles empaquetaient ces maigres biens toucha profondément Antoine. Le trajet jusqu'à la Croix-Rousse fut silencieux. Antoine sentait la nervosité de Mathilde, assise à l'arrière, et la vigilance constante de Martine. Elle ressemblait à deux oiseaux sauvages qu'on aurait tenté d'apprivoiser, prêts à s'envoler au moindre geste brusque. L'appartement se trouvait au 2e étage d'un immeuble typique du quartier, avec ses hauts plafonds et ses grandes fenêtres. Antoine avait pris soin de le faire nettoyer à fond et de remplir le réfrigérateur et les placards de nourriture. Il avait également acheté des vêtements neufs pour Mathilde, soigneusement pliés sur le lit de la chambre qui lui était destinée, ainsi que des fournitures scolaires. Lorsqu'il ouvrit la porte, l'expression de Mathilde fut sa récompense. Ses yeux s'agrandirent en découvrant l'espace lumineux, propre, chaleureux. Elle resta immobile sur le seuil, comme si elle craignait qu'en entrant le rêve ne se dissipe. « C'est vraiment pour nous ?» murmura-t-elle. « Vraiment pour vous », confirma Antoine avec un sourire. « Entrez, explorez. C'est chez vous maintenant. » Martine franchit le seuil avec une émotion contenue, touchant les murs comme pour s'assurer de leur réalité. « Il y a si longtemps », commença-t-elle avant que sa voix ne se brise légèrement. Antoine comprit. Il y avait si longtemps qu'elle n'avait pas eu un vrai toit, si longtemps qu'elle n'avait pas pu offrir à l'enfant dont elle s'occupait un environnement stable et sûr. Mathilde, quant à elle, avait déjà commencé à explorer l'appartement avec l'enthousiasme propre à son âge. Ses exclamations résonnèrent d'une pièce à l'autre, découvrant tour à tour la salle de bain avec sa grande baignoire. « On peut prendre un bain chaud, grand-mère. La cuisine équipée, regarde. Un vrai four. Et enfin sa chambre. » Le silence soudain qui suivit son entrée dans cette pièce inquiéta momentanément Antoine. Il s'approcha avec précaution, craignant que quelque chose n'ait contrarié l'enfant. Ce qu'il vit le figea sur place. Mathilde se tenait au milieu de la chambre, serrant contre elle un ours en peluche qu'il avait placé sur le lit. C'était un ours neuf, choisi pour sa ressemblance avec celui que Sophie avait tant aimé. La fillette le berçait doucement, les yeux mi-clos dans un geste si familier qu'Antoine sentit son cœur s'arrêter. C'était exactement ainsi que Sophie tenait son Monsieur Caramel. « Mathilde » dit-il doucement. « Tout va bien ?» Elle sursauta légèrement comme tirée d'une transe. « Oui » répondit-elle en reposant précipitamment l'ours. « C'est juste que... il me semble familier. » Antoine voulut lui poser d'autres questions, mais Martine apparut à ce moment-là, et l'instant passa. Il se promit d'y revenir plus tard, quand la confiance serait mieux établie. Les jours suivants furent consacrés à l'organisation pratique de cette nouvelle vie. Antoine s'occupa personnellement des démarches d'inscription à l'école du quartier, présentant Mathilde comme la petite fille d'une amie de la famille temporairement sous sa tutelle. Sa réputation et ses relations facilitèrent grandement les choses, et la directrice accepta d'accueillir l'enfant en attendant que son dossier soit complété. Les premiers rapports de l'école furent révélateurs. Malgré son éducation non conventionnelle, Mathilde possédait des bases solides grâce à l'enseignement de Martine. Elle était en avance en lecture et en histoire, mais avait besoin de rattrapage en mathématiques et en sciences. Plus surprenant encore, elle montrait un talent remarquable pour la musique, capable d'apprendre une mélodie après l'avoir entendue une seule fois. Ce détail frappa particulièrement Antoine. Sophie avait possédé exactement le même don. Pendant ce temps, Martine s'habituait progressivement à cette nouvelle situation. Après des années de survie précaire, retrouver un quotidien normal semblait presque irréel. Antoine remarquait comment elle vérifiait constamment que les portes pouvaient bien se verrouiller, comment elle rationnait encore inconsciemment la nourriture malgré le réfrigérateur plein, comment elle sursautait au moindre bruit inhabituel. Mais peu à peu, les changements devenaient visibles. Martine reprenait du poids, son teint gagnait en couleur. Ses mains, autrefois constamment rougies par le froid et les travaux de fortune, commençaient à retrouver leur délicatesse d'antan. Elle passait de longues heures à lire dans le fauteuil près de la fenêtre, savourant ce luxe simple qu'elle avait dû sacrifier pendant si longtemps.
Quant à Mathilde, sa transformation était encore plus spectaculaire. En quelques semaines à peine, l'enfant maigre et méfiante s'épanouissait visiblement. Ses joues se remplissaient, ses yeux brillaient plus intensément, et son rire, ce rire si particulier, légèrement rauque, résonnait de plus en plus souvent dans l'appartement. Antoine l'entendait parfois fredonner doucement, tout en faisant ses devoirs, inconsciente d'être observée. Il venait les voir régulièrement, apportant des provisions, vérifiant que tout se passait bien, participant parfois à un repas. Chaque visite lui apportait son lot de détails troublants. La façon dont Mathilde tenait sa fourchette, son habitude de commencer ses desserts par le bord, sa manie de frotter son nez, quand elle réfléchissait intensément. Autant de petits gestes que Sophie avait eus. Un soir, environ 3 semaines après leur installation, Antoine prit sa décision. Il était temps de parler à Martine de ses soupçons, de ce qu'il croyait savoir. Il attendit que Mathilde soit couchée, puis invita la vieille dame à s'asseoir dans le salon. « Madame Dubois, commença-t-il, la gorge nouée par l'appréhension, il y a quelque chose d'important dont j'aimerais vous parler. Quelque chose concernant Mathilde. » Martine se raidit immédiatement, son regard se durcissant. « Vous voulez nous séparer, déclara-t-elle, interprétant son ton grave comme une menace. « Non, pas du tout, la rassura-t-il vivement. Au contraire. Je veux vous parler de qui je pense qu'elle pourrait être. » La vieille dame l'observa en silence, attendant qu'il poursuive. Antoine sortit alors de sa poche un portefeuille, d'où il tira une photographie. Il la tendit à Martine. « Voici ma fille, Sophie. Elle aurait 11 ans aujourd'hui. » Martine prit la photo et l'examina. La ressemblance était frappante, indéniable. Même visage fin, mêmes yeux expressifs, même cicatrice en forme de croissant sous l'œil droit. Son regard passa plusieurs fois de la photo à Antoine, puis elle la lui rendit d'une main légèrement tremblante. « Je vois, dit-elle simplement. Ma fille a disparu il y a 2 ans, continua Antoine, la voix basse pour ne pas réveiller Mathilde. Lors des inondations. La voiture de ma femme a été emportée par les flots du Rhône. Le corps de ma femme a été retrouvé. Mais celui de Sophie, jamais. » Il marqua une pause. « Jusqu'à l'enlèvement, j'étais convaincu qu'elle n'était plus. Le mot restait trop douloureux à prononcer. Mais quand j'ai vu Mathilde, avec cette cicatrice identique, » Martine resta silencieuse pendant un long moment, ses yeux fixés sur un point invisible. Quand elle parla enfin, sa voix était à peine plus forte qu'un murmure. « Ce matin-là, je cherchais des objets récupérables, le long des berges, après la décrue. L'inondation avait charrié toutes sortes de débris. » Elle inspira profondément. « C'est là que je l'ai vue. Une petite silhouette échouée sur la rive, à moitié dans l'eau. J'ai cru qu'elle n'était plus parmi nous. Mais quand je me suis approché, elle a toussé et recraché de l'eau. » Antoine écoutait, suspendu à chaque mot, son cœur battant à tout rompre. Elle était inconsciente, avec une blessure à la tête. J'aurais dû appeler les secours immédiatement, je le sais. Martine leva les yeux, affrontant directement le regard d'Antoine. Mais j'ai eu peur. J'étais sans papier moi-même à cette époque, expulsé de mon logement après ma retraite, incapable de payer mon loyer. J'ai craint qu'on ne m'accuse de quelque chose, ou qu'on m'enferme dans un foyer et l'enfant dans une institution. Elle se tordait les mains, revivant visiblement ce dilemme moral. Alors je l'ai emmenée dans mon abri. J'ai soigné sa blessure comme j'ai pu. Elle est restée inconsciente pendant presque 2 jours. Quand elle s'est réveillée, elle ne se souvenait de rien. Pas de nom, pas de parents, rien. Martine secoua la tête. J'ai cherché dans les journaux, écouté la radio. Il y avait bien des nouvelles de cette tragique inondation, des victimes, mais je n'ai jamais fait le lien avec l'enfant. Ou peut-être que je n'ai pas voulu le faire. Antoine sentit une vague d'émotions contradictoires le submerger, la colère face à ce qui aurait pu être considéré comme un enlèvement, le soulagement de savoir que sa fille avait été sauvée et aimée, et une gratitude infinie envers cette femme qui l'avait arrachée à la mort. « Je ne vous juge pas, » dit-il finalement. « Vous l'avez sauvée. Vous avez pris soin d'elle quand je pensais l'avoir perdue pour toujours. » Martine le regardait avec appréhension. « Allez-vous la reprendre maintenant ? Me séparer d'elle ?» Il y avait une telle douleur dans cette question qu'Antoine en fut bouleversé. « Non, » répondit-il sans hésiter. « Je ne ferai jamais cela. Elle vous aime, et vous êtes sa grand-mère depuis 2 ans. Rien ne changera cela. » Il se pencha en avant. « Mais si elle est bien, ma Sophie, ne pensez-vous pas qu'elle a le droit de connaître son passé, de savoir qui elle était avant ?» La vieille dame acquiesça lentement. « Bien sûr qu'elle doit savoir. Je ne lui ai jamais menti sur la façon dont je l'ai trouvée. Elle sait qu'elle avait une autre vie avant.
même si elle ne s'en souvient pas. Alors, avec votre permission, dit Antoine, j'aimerais lui parler, lui montrer des photos, des objets qui pourraient éveiller sa mémoire. Pas pour vous l'enlever, jamais, mais pour compléter son histoire. Martine le dévisagea longuement, comme si elle cherchait à évaluer sa sincérité. Finalement, elle hocha la tête. D'accord, mais pas brutalement. Elle est encore fragile malgré les apparences. Bien sûr, convint Antoine. Nous procéderons en douceur. Ils discutèrent ensuite des modalités pratiques. Martine suggéra qu'Antoine emmène Mathilde se promener le lendemain après l'école, pour lui parler dans un environnement neutre. Elle proposait de préparer l'enfant en lui expliquant qu'Antoine avait quelque chose d'important à lui dire, sans en révéler la nature. Avant de partir, Antoine posa une question qui le tourmentait. A-t-elle des cauchemars? Des souvenirs fragmentés qui reviennent pendant son sommeil? Martine soupira. Souvent, surtout au début, elle se réveillait en hurlant, parlant d'eau partout, de lumière qui s'éteignent. Et parfois, elle hésita. Parfois, elle appelait papa dans son sommeil. Cette révélation frappa Antoine comme un coup physique. Il ferma brièvement les yeux, submergé par l'émotion. « Je suis désolé, » murmura Martine. « J'aurais dû chercher plus activement sa famille. J'ai été égoïste. » Antoine secoua la tête. « Non. Vous l'avez sauvé, nourri, protégé. Vous êtes tout sauf égoïste. » Il se leva pour partir. « À demain, alors ?»« À demain, » confirma Martine. « Je lui parlerai ce soir. » Le lendemain après-midi, Antoine attendait Mathilde à la sortie de l'école. C'était la première fois qu'il venait la chercher, et il remarqua les regards curieux des autres parents. Mathilde parut surprise, mais pas mécontente de le voir. « Grand-mère m'a dit que tu viendrais, » dit-elle en s'approchant. « Elle a dit que tu voulais me montrer quelque chose d'important. » Antoine acquiesça, s'efforçant de paraître calme malgré son anxiété. « C'est vrai. J'ai pensé que nous pourrions marcher un peu, si ça te convient. Il y a un parc pas loin. » Mathilde hocha la tête et ils se mirent en route côte à côte. Antoine remarqua qu'elle avait mis la veste neuve qu'il lui avait offerte la semaine précédente, un duffle-coat bleu marine qui lui donnait un air très sage. « Comment se passe l'école » demanda-t-il pour briser la glace. « Bien, » répondit Mathilde. « Madame Fournier dit que je lis mieux que tous les autres élèves de ma classe. »« Je n'en doute pas, » sourit Antoine. « Et tu t'es fait des amis ?»« Quelques-uns, » dit-elle, haussant légèrement les épaules. « Léa et Marie sont gentilles. Elles m'ont invité à l'anniversaire de Léa samedi prochain. » Ils arrivèrent au parc des Chartreux, un espace verdoyant niché au cœur de la Croix-Rousse. Antoine guida Mathilde vers un banc isolé, à l'abri des regards. L'automne avait doré les feuilles des arbres et quelques-unes tourbillonnaient autour d'eux, portées par la brise légère. « Mathilde, » commença-t-il en s'asseyant à côté d'elle, « ce que je vais te dire est assez surprenant. Je veux que tu saches que rien ne changera si tu ne le souhaites pas. Ta grand-mère et toi, vous pouvez continuer à vivre exactement comme maintenant. » La fillette le regardait avec cette intensité qui lui était propre, attentive et légèrement méfiante. « D'accord, » dit-elle simplement. Antoine sortit de sa poche la même photo qu'il avait montrée à Martine la veille. « Je t'ai dit que tu me rappelais quelqu'un. » Cette personne, c'était ma fille, Sophie. Il lui tendit la photo. Mathilde la prit et l'examina longuement. Antoine observait son visage, guettant la moindre réaction. « Elle me ressemble beaucoup, » dit-elle finalement. Sa voix légèrement altérée. « Elle a même la même cicatrice que moi. »« Oui, » confirma doucement Antoine. « Sophie a eu cette cicatrice en tombant d'une balançoire quand elle avait 5 ans. Elle a perdu connaissance pendant quelques minutes. J'ai eu la peur de ma vie ce jour-là. » Mathilde passa un doigt sur sa propre cicatrice, comme si elle cherchait à en vérifier l'existence. « Et où est-elle maintenant ?»« Ta fille ?» Antoine prit une profonde inspiration. Le moment était venu. Il y a 2 ans, lors des grandes inondations, la voiture dans laquelle elle se trouvait avec sa mère a été emportée par le Rhône. Sa mère n'a pas survécu. Quant à Sophie, son corps n'a jamais été retrouvé. Il marqua une pause. Jusqu'à récemment, je pensais qu'elle avait disparu pour toujours. Mais maintenant, Mathilde leva brusquement les yeux vers lui, réalisant soudain ce qu'il insinuait. Vous pensez que je suis... elle, votre fille? Antoine acquiesça lentement. J'en ai la conviction, oui. Les dates correspondent exactement avec le moment où ta grand-mère t'a trouvé au bord du fleuve. La ressemblance est frappante, et il y a cette cicatrice si particulière. La fillette regardait à nouveau la photo, son expression indéchiffrable. « Mais je ne me souviens de rien, » murmura-t-elle. « Je ne me souviens pas de vous, ni d'elle. »
ajouta-t-elle en montrant la femme sur la photo à côté de la petite fille. « Je sais, » dit Antoine avec douceur. « Tu as subi un traumatisme grave. L'accident, le fleuve, c'est normal que ton esprit ait bloqué ces souvenirs. Ils sont peut-être toujours là, quelque part, mais inaccessibles pour l'instant. » Mathilde resta silencieuse un long moment, assimilant cette information bouleversante. Puis elle demanda d'une petite voix qui serra le cœur d'Antoine, « Si c'est vrai, si je suis votre fille, qu'est-ce que ça veut dire? Pour grand-mère et moi ?» Antoine posa doucement sa main sur la sienne. « Ça ne veut dire que ce que tu voudras que ça veuille dire. Grand-mère restera toujours ta grand-mère. Personne ne vous séparera, je te le promets. » Il hésita. « Mais si tu le souhaites, je pourrais aussi faire partie de ta vie. Comme ton père. Et je devrais aller vivre avec vous ?» Il y avait une pointe d'inquiétude dans sa voix. « Non, sauf si tu en as envie un jour. Pour l'instant, rien ne change. Vous restez dans votre appartement, ta grand-mère continue à prendre soin de toi et moi, je serai là, aussi souvent ou aussi peu que tu le désires. » Mathilde hocha la tête lentement, semblant trouver un certain réconfort dans ses assurances. Puis elle regarda à nouveau la photo, les sourcils légèrement froncés. « Comment s'appelle-t-elle ?»« La dame sur la photo. C'était Élise, ta mère. Elle était pianiste. » Antoine sourit tristement. « Tu tiens d'elle ton oreille musicale, je pense. »« Je fais de la musique ?» demanda Mathilde, surprise. « Tu jouais du piano, oui. Tu avais commencé à 6 ans et tu montrais déjà un talent remarquable. » Cette information sembla troubler Mathilde. Elle resta silencieuse, les yeux fixés sur la photographie, comme si elle espérait qu'en la regardant assez longtemps, les souvenirs ressurgiraient. « J'aimerais te montrer quelque chose d'autre, » dit Antoine après un moment. « Si tu es d'accord, bien sûr. Dans ma maison, j'ai gardé la chambre de Sophie exactement comme elle était. Il y a peut-être des objets, des jouets, qui pourraient t'aider à te souvenir. » Mathilde hésita. « Je ne sais pas. Grand-mère peut venir aussi, » ajouta rapidement Antoine. « Vous pourriez dîner chez moi ce soir, juste pour voir. » Rien de plus. La fillette réfléchit puis acquiesça lentement. « D'accord. Mais grand-mère doit être d'accord aussi. »« Bien sûr, » approuva Antoine. « Réentrons, lui demander. » Sur le chemin du retour, Mathilde resta silencieuse, visiblement plongée dans ses pensées. Elle tenait toujours la photographie, la regardant de temps en temps comme pour se familiariser avec ces visages qui auraient dû être les plus connus au monde pour elle. Antoine respectait ce silence, lui donnant l'espace nécessaire pour assimiler ces révélations bouleversantes. Lorsqu'ils arrivèrent à l'appartement, Martine les attendait, son visage trahissant son anxiété malgré ses efforts pour paraître calme. Ses yeux interrogèrent Antoine silencieusement dès qu'ils entrèrent. « Grand-mère, » dit Mathilde en s'approchant d'elle, « regarde. » Elle lui montra la photographie. « C'est moi apparemment. Avant. » Martine prit la photo, l'examinant comme si elle la voyait pour la première fois, bien qu'Antoine la lui eût déjà montrée la veille. « Oui, c'est une possibilité très forte, » dit-elle avec douceur. « La ressemblance est frappante. Monsieur Mercier veut nous inviter à dîner chez lui ce soir, » poursuivit Mathilde, « pour me montrer la chambre de Sophie. Moi peut-être. » Elle hésitait encore à s'identifier pleinement à cet enfant inconnu. « Tu veux bien qu'on y aille ?» Martine leva les yeux vers Antoine, cherchant à s'assurer que cette visite ne bouleverserait pas davantage la fillette. Il hocha imperceptiblement la tête, lui promettant silencieusement sa prudence. « Bien sûr, » répondit-elle finalement. « Nous irons ensemble. » 2 heures plus tard, la Peugeot d'Antoine gravissait les pentes de Fourvière. Mathilde, assise à l'arrière avec Martine, observait par la fenêtre les rues qui défilaient, de plus en plus cossues à mesure qu'ils s'élevaient dans la colline. Lorsqu'ils s'engagèrent dans l'allée privée menant à la résidence Mercier, la fillette écarquilla les yeux. La maison était une élégante demeure de style art nouveau, nichée dans un écrin de verdure. Ses lignes harmonieuses, ses grandes fenêtres et sa façade ornée de motifs floraux en faisaient un véritable joyau architectural, typique du patrimoine bourgeois lyonnais. « C'est ici que vous habitez ?» demanda Mathilde, impressionnée malgré elle. « Oui », répondit simplement Antoine en garant la voiture. « C'est la maison familiale des Mercier depuis 3 générations. » Ils furent accueillis à la porte par Madame Lefebvre, la gouvernante, une femme d'une 60aine d'années, au visage bienveillant. Antoine lui avait expliqué la situation par téléphone, lui demandant de préparer un dîner simple mais réconfortant. Il avait également insisté pour qu'elle reste naturelle avec Mathilde, sans manifester de surprise excessive ou d'émotion envahissante. Malgré ces précautions, Antoine vit bien que Madame Lefebvre
avait du mal à contenir son émotion en apercevant Mathilde. Elle qui avait vu grandir Sophie depuis sa naissance, qui avait pleuré sa disparition avec un désespoir presque maternel, se retrouvait face à ce fantôme vivant. Ses mains tremblèrent légèrement lorsqu'elle les débarrassa de leur manteau. « Bonsoir Mathilde, dit-elle d'une voix qu'elle s'efforçait de garder ferme. Je suis heureuse de te rencontrer. » Mathilde lui offrit un sourire timide. « Bonsoir madame. J'ai préparé un gratin dauphinois et un poulet rôti, annonça madame Lefebvre. J'espère que cela vous conviendra. » Antoine intercepta le regard interrogateur de Martine. « Madame Lefebvre est avec notre famille depuis toujours, » expliqua-t-il. « Elle est bien plus qu'une employée. » La gouvernante hocha la tête avec reconnaissance. « Si vous voulez bien me suivre, » proposa Antoine, « je vais vous faire visiter la maison avant le dîner. » Il les guida à travers les pièces principales, le salon avec son piano à queue, la salle à manger aux boiseries anciennes, la bibliothèque aux murs tapissés de livres du sol au plafond. Mathilde observait tout avec curiosité, mais sans montrer de signe particulier de reconnaissance. Finalement, ils arrivèrent devant une porte close, au premier étage. Antoine s'arrêta, la main sur la poignée. « C'était la chambre de Sophie, » dit-il doucement. « Ta chambre peut-être. Tu es prête à la voir. » Mathilde acquiesça, soudain très sérieuse. Antoine ouvrit la porte et s'effaça pour la laisser entrer. La pièce, baignée par la lumière dorée du soleil couchant, semblait figée dans le temps. Un lit à baldaquin occupait le centre, couvert d'une courte pointe rose pâle. Tout autour, des étagères croulaient sous les livres et les jouets soigneusement disposés. Un bureau en bois clair se dressait près de la fenêtre, encore encombré de cahiers et de crayons. Sur les murs, des dessins d'enfants côtoyaient des photographies encadrées. Mathilde resta immobile sur le seuil, comme intimidée par cet espace qui était à la fois étranger et étrangement familier. Puis lentement, elle fit un pas à l'intérieur, puis un autre. Antoine et Martine restèrent en retrait, la laissant explorer à son rythme. La fillette s'approcha d'abord du lit, effleurant la courte pointe du bout des doigts. Son regard fut attiré par un ours en peluche, posé sur l'oreiller. Un ours brun au pelage usé par les années de câlin, avec un ruban rouge autour du cou. Elle le prit dans ses mains, l'observant sous tous les angles. « Il s'appelle Monsieur Caramel, » dit doucement Antoine. « Tu ne le quittais jamais. Tu l'emmenais partout, même à l'école en cachette. » Mathilde serra l'ours contre elle, dans un geste qui parut instinctif. Elle ferma les yeux un instant, comme si elle cherchait à capturer une sensation fugace. Elle continua son exploration, s'arrêtant devant une étagère couverte de livres. Antoine nota comment elle inclina la tête sur le côté en lisant les titres, exactement comme Sophie l'avait toujours fait. Sans hésiter, elle tendit la main vers un volume en particulier, Les Contes de la forêt enchantée. « C'était ton livre préféré », commenta Antoine, la gorge nouée. « Je te le lisais presque tous les soirs. » Mathilde ouvrit le livre, feuilletant les pages illustrées avec une concentration intense. « Les images sont jolies, » murmura-t-elle. Elle reposa le livre et se dirigea vers le bureau. Parmi les objets qui s'y trouvaient, un cahier à la couverture décorée de licornes attira son attention. Elle l'ouvrit pour découvrir un journal intime, écrit d'une écriture enfantine mais soignée. Antoine s'approcha doucement. « C'était ton journal. Tu y écrivais presque tous les jours. » Mathilde parcourut quelques pages, lisant les aventures quotidiennes d'une petite fille heureuse. Des récits d'anniversaire, de sorties au parc, de disputes et de réconciliations avec des amis d'école. La vie ordinaire et extraordinaire d'une enfant aimée. « Je ne me souviens de rien de tout ça, » dit-elle finalement, refermant le cahier avec une pointe de frustration. « Ce n'est pas grave, » la rassura Antoine. « Ça peut prendre du temps. » Mathilde poursuivit son exploration, s'arrêtant devant une commode sur laquelle étaient disposées plusieurs photographies encadrées. Elle les examina une à une, Sophie en train de souffler les bougies d'un gâteau d'anniversaire, Sophie sur les épaules d'Antoine devant la tour Eiffel, Sophie et sa mère au piano, leurs 4 mains sur les touches. Puis son regard fut attiré par une photo plus grande, posée en évidence. Sophie, rayonnante, sur un manège de fête foraine. Une grande roue brillait de 1000 feux en arrière-plan, et l'enfant tenait une barbe à papa presque aussi grande que sa tête. Mathilde se figea, fixant intensément l'image. Sa respiration s'accéléra légèrement. « Mathilde !» s'inquiéta Martine en s'approchant. « Ça va ?» La fillette ne répondit pas immédiatement, comme absorbée par l'image. « La grande roue !» murmura-t-elle finalement. « Des lumières partout, de la musique. » Antoine s'approcha lentement, n'osant pas interrompre ce moment. «
Tu te souviens de quelque chose? Je ne sais pas, dit Mathilde, secouant la tête comme pour éclaircir ses pensées. C'est comme des flashs, des impressions, la sensation de tourner très haut, de voir toute la ville illuminée en dessous. Elle fronça les sourcils, s'efforçant de saisir ces fragments de mémoire. Et une chanson, une mélodie? Antoine sentit son cœur battre plus fort. Quelle mélodie! Tu peux la fredonner? Mathilde ferma les yeux et après quelques secondes d'hésitation, commença à fredonner doucement une mélodie simple mais émouvante. Antoine dut se retenir au dossier d'une chaise pour ne pas chanceler. C'était la berceuse qu'il avait composée pour Sophie, peu après sa naissance, celle qu'il lui jouait souvent au piano avant qu'elle ne s'endorme. « C'est ta berceuse », dit-il d'une voix étranglée par l'émotion. « Je l'ai écrite pour toi quand tu étais bébé. » Mathilde rouvrit les yeux, surprise. « Vraiment? Je la connais, mais je ne sais pas d'où. »« Ton père est compositeur », expliqua doucement Martine, qui était restée silencieuse jusqu'alors. « Il écrit de la musique pour des films, des publicités. » Antoine lui jeta un regard reconnaissant pour cette intervention qui confirmait naturellement son statut de père. C'était la première fois que Martine le désignait ainsi devant Mathilde. « Oui, confirma-t-il, la musique a toujours été très importante dans notre famille. Ta mère était pianiste concertiste, et toi, tu montrais déjà un talent remarquable. » Mathilde reposa la photo et se tourna vers la fenêtre, regardant au dehors sans vraiment voir le paysage. « C'est étrange, » dit-elle finalement. « C'est comme si j'avais deux vies séparées, celle dont je me souviens avec grand-mère, et celle-ci dont je ne me souviens pas mais qui semble réelle aussi. » Martine s'approcha et passa un bras protecteur autour de ses épaules. « C'est normal de te sentir confuse, ma chérie. Prends ton temps. »« Et si je me souviens un jour ?» demanda soudain Mathilde, levant des yeux inquiets vers sa grand-mère. « Si je redeviens Sophie, est-ce que j'oublierai Mathilde? Est-ce que je t'oublierai, toi ?» Cette question simple mais profonde frappa Antoine par sa lucidité. C'était la crainte fondamentale de l'enfant. Perdre une identité en retrouvant une autre. Perdre la grand-mère qu'elle aimait en retrouvant le père qu'elle avait oublié. « Non », intervint-il avec fermeté. « Tu ne l'oublieras jamais. Les souvenirs s'ajoutent. Ils ne s'effacent pas les uns les autres. Ta grand-mère fera toujours partie de toi, quoi qu'il arrive. Et de toute façon, ajouta Martine avec un sourire rassurant, je ne compte pas disparaître. Si tu es bien Sophie, alors j'aurai simplement gagné une place officielle dans cette nouvelle famille. » Antoine hocha vigoureusement la tête. « Absolument. Nous serons une famille plus grande, voilà tout. » Mathilde sembla rassérénée par ces affirmations. Elle s'approcha alors de la coiffeuse, sur laquelle était posée une petite boîte à bijoux en bois sculpté. Elle l'ouvrit délicatement, découvrant à l'intérieur plusieurs petits trésors d'enfants. Bracelets en perles colorées, bagues en plastique, barrettes à cheveux fantaisie. Antoine s'approcha et prit dans sa poche un petit objet enveloppé dans un mouchoir en soie. « Il y a autre chose, » dit-il doucement. « Quelque chose qui a été retrouvé dans la voiture après l'accident. » Il dévoila le pendentif en forme d'étoile, brisé en deux, mais soigneusement recollé. « Je te l'avais offert pour tes 9 ans. Tu le portais presque toujours. » Mathilde prit le bijou avec précaution, comme s'il s'agissait d'une relique précieuse. Elle le fit tourner entre ses doigts, observant comment la lumière jouait sur sa surface dorée. « Une étoile, » murmura-t-elle. Pour guider les voyageurs perdus, Antoine sentit son souffle se couper. C'étaient exactement les mots qu'il avait prononcés en lui offrant le pendentif. « Tu t'en souviens ?» Mathilde cligna des yeux, semblant surprise de ses propres paroles. « Je ne sais pas d'où ça vient, » admit-elle. Les mots sont sortis tout seuls. Antoine et Martine échangèrent un regard lourd de sens, ces réminiscences fragmentaires. Ces phrases surgies du néant confirmaient ce qu'ils soupçonnaient déjà. Sous les couches d'amnésie, la mémoire de Sophie était toujours là, attendant d'être réveillée. « Le dîner est servi », annonça Madame Lefebvre depuis le couloir, interrompant ce moment chargé d'émotions. « Nous arrivons », répondit Antoine. Puis, s'adressant à Mathilde, « Tu peux garder le pendentif si tu veux. Il t'appartient après tout. » La fillette hésita, puis glissa la chaîne autour de son cou, l'étoile reposant délicatement sur sa poitrine. Ce geste simple avait quelque chose de profondément symbolique, comme si elle acceptait, au moins provisoirement, cette connexion avec son passé perdu. Le dîner se déroula dans une atmosphère plus détendue. Mathilde, visiblement fatiguée par les émotions de la journée, mangea avec appétit le gratin dauphinois de Madame Lefebvre. Antoine remarqua qu'elle séparait soigneusement les pommes de terre des oignons
exactement comme Sophie l'avait toujours fait. Ces petits détails, ces habitudes inconscientes, le confortaient dans sa certitude. La conversation se maintint sur des sujets neutres, l'école, les nouveaux amis de Mathilde, les livres qu'elle aimait lire. Martine racontait avec fierté les progrès de sa petite fille, et Antoine buvait ses paroles, avide de rattraper ces 2 années perdues. Lorsque le dessert fut servi, une tarte aux pommes encore tiède, Antoine remarqua que Mathilde commençait à piquer du nez, épuisée par cette journée riche en révélations. « Je crois qu'il est temps de rentrer », suggéra doucement Martine en voyant la fillette étouffer un bâillement. Antoine acquiesça. « Je vous ramène, mais vous êtes les bienvenus ici quand vous voulez. » Sur le chemin du retour, Mathilde s'endormit dans la voiture, la tête appuyée contre l'épaule de Martine. En la portant jusqu'à son lit dans l'appartement de la Croix-Rousse, Antoine ressentit une émotion indescriptible, ce mélange de joie douloureuse et de gratitude que seul un parent ayant cru perdre son enfant peut éprouver. « Je passerai demain », murmura-t-il à Martine avant de partir, « si cela vous convient. » La vieille dame hocha la tête. Elle aura besoin de temps pour assimiler tout cela. Mais elle est forte, comme sa grand-mère, sourit Antoine, serrant brièvement la main de Martine dans un geste de reconnaissance qui valait tous les discours. De retour dans sa grande maison silencieuse, Antoine ne put trouver le sommeil. Son esprit bouillonnait, submergé par les événements de la journée, et par une question qui n'avait cessé de le tarauder depuis sa libération. Qui avait orchestré son enlèvement? Et pourquoi? Si son sauvetage providentiel par Mathilde l'avait momentanément détourné de cette question, elle revenait maintenant avec force. Car si quelqu'un avait voulu lui nuire au point d'attenter à sa vie, ce danger pouvait ressurgir et menacer non seulement lui, mais aussi Mathilde et Martine désormais. Au petit matin, après une nuit d'insomnie, Antoine prit une décision. Il ne pouvait plus se contenter d'attendre passivement les conclusions de l'enquête policière. Il devait agir, découvrir la vérité par lui-même. Sa première démarche fut de retourner à la casse automobile où tout avait commencé. En plein jour, sans la brume qui l'avait enveloppée lors de son sauvetage, elle paraissait moins sinistre mais tout aussi désolée. Antoine examina méthodiquement les lieux, cherchant des indices que la police aurait pu négliger. Près de l'endroit où sa Mercedes avait été abandonnée, il découvrit un morceau de corde identique à celle qui avait servi à le ligoter. Plus loin, à moitié enfoncé dans la boue séchée, un bouton métallique attira son attention, un bouton de manchette avec un motif distinctif qu'il ne reconnaissait pas, mais qui ne lui appartenait certainement pas. Antoine recueillit soigneusement ces éléments et décida de pousser son investigation plus loin, sans en informer la police qui l'aurait certainement découragé. Il engagea les services de Victor Legrand, un ancien inspecteur reconverti en détective privé, réputé pour sa discrétion et son efficacité. « Monsieur Mercier », l'accueillit Legrand dans son bureau spartiate du vieux Lyon. « J'ai suivi votre affaire dans la presse. Un enlèvement plutôt bâclé, si vous me permettez l'observation. C'est précisément ce qui m'intrigue, admit Antoine. Tout semble avoir été organisé à la hâte, presque amateurisme. Pourtant, les implications financières sont considérables. » Il expliqua au détective la situation de son entreprise, Mercier Technologies. La société, spécialisée dans les logiciels de sécurité pour les grandes institutions financières, connaissait un succès fulgurant depuis 2 ans. Un consortium américain avait récemment proposé un rachat pour une somme astronomique, que son associé Philippe Dumas était favorable à accepter. « Mais vous y étiez opposé, devina Legrand. « Exact. Je considère que l'entreprise a encore un potentiel de croissance énorme, surtout en Europe. La vendre maintenant serait prématuré. » Legrand prit des notes. « Et votre associé aurait eu recours à des moyens extrêmes pour vous convaincre ?» Antoine secoua la tête. « Philippe et moi avons nos désaccords, mais de là à organiser mon enlèvement, c'est difficile à croire. Nous nous connaissons depuis l'école d'ingénieurs. L'argent peut être un puissant corrupteur, monsieur Mercier. Surtout quand on parle de sommes à 9 chiffres. » Le détective accepta de prendre l'affaire, promettant de commencer immédiatement ses investigations. Il examinerait d'abord le bouton de manchette, découvert par Antoine, puis les enregistrements des caméras de sécurité des routes avoisinant la casse automobile. Pendant les jours qui suivirent, Antoine partagea son temps entre ses visites à Mathilde et Martine, les obligations de son entreprise qu'il avait négligées durant sa convalescence et les rendez-vous discrets avec Legrand pour suivre l'avancement de l'enquête. La relation avec Mathilde évoluait doucement,
sans précipitation. Antoine respectait le rythme de l'enfant, se contentant d'être présent, disponible, sans jamais forcer les choses. Parfois, ils allaient se promener tous les trois, visitant les parcs de Lyon ou flânant sur les berges du Rhône, désormais paisibles. D'autres fois, ils restaient simplement dans l'appartement, jouant aux cartes ou lisant ensemble. Un soir, Antoine apporta un petit clavier électronique. « J'ai pensé que tu aimerais peut-être essayer », dit-il en l'installant sur la table du salon. Mathilde s'approcha avec curiosité. « Je ne sais pas jouer, dit-elle, hésitante. Tes doigts se souviennent peut-être, même si ton esprit a oublié, suggéra gentiment Antoine. Essaie juste de laisser tes mains se poser sur les touches. Avec une certaine appréhension, Mathilde s'assit devant le clavier. Ses doigts restèrent d'abord en suspension, comme si elle cherchait une position familière. Puis lentement, ils se posèrent sur les touches. Le silence se fit dans la pièce. Martine et Antoine retenaient leur souffle, n'osant pas bouger de peur de briser ce moment fragile. Mathilde ferma les yeux, se concentrant sur la sensation des touches sous ses doigts. Puis doucement, presque timidement, elle commença à jouer. Ce n'était pas une mélodie complexe, juste une simple étude pour débutants, que Sophie avait apprise lors de ses premiers cours. Mais la façon dont ses doigts trouvaient naturellement les notes justes, dont ils se déplaçaient avec assurance sur le clavier, révélait un apprentissage antérieur. Mathilde ouvrit brusquement les yeux, surprise par sa propre capacité. « Je ne savais pas que je pouvais faire ça », murmura-t-elle, troublée. « C'est comme le vélo, sourit Antoine. Ton corps se souvient, même quand ton esprit a oublié. » Ces petites victoires, ces fragments de mémoire retrouvés, éclairaient leur quotidien d'une lueur d'espoir. Mais en parallèle, l'enquête de Legrand prenait une tournure inquiétante. Le bouton de manchette avait été identifié comme appartenant à une série limitée créée pour les cadres supérieurs de Mercier Technologies lors d'un séminaire l'année précédente. Quant aux enregistrements des caméras de sécurité, ils avaient révélé la présence d'une camionnette blanche aux abords de la casse dans les heures précédant la découverte d'Antoine. Le véhicule appartenait à une société de nettoyage industriel qui travaillait régulièrement pour Mercier Technologies. « Je crains que vos soupçons ne soient fondés, monsieur Mercier », déclara Legrand lors de leur rencontre hebdomadaire. Tout pointe vers une implication interne. J'ai discrètement interrogé quelques employés de cette société de nettoyage. L'un d'eux, particulièrement nerveux, a fini par avouer qu'il avait été payé pour conduire la camionnette jusqu'à un hangar abandonné à la périphérie de Lyon, puis jusqu'à la casse. Un hangar ? Antoine sentit un frisson parcourir son échine. J'ai des souvenirs fragmentaires d'un espace vaste, vide, avec des taches de peinture sur le sol. Exactement. Un ancien entrepôt de matériel industriel, désaffecté depuis 2 ans. Nous l'avons inspecté hier soir. Il y avait des traces évidentes d'occupation récente, mégots de cigarettes, empreintes, restes de nourriture. Et ceci. Legrand sortit de sa sacoche un sac plastique contenant un morceau de tissu taché. Une serviette avec le logo d'un pressing de luxe du 6e arrondissement. Un pressing fréquenté par les cadres supérieurs, dont votre associé, M. Dumas. Antoine resta silencieux, assimilant ces révélations accablantes. Philippe, son ami d'université, son partenaire d'affaires depuis 15 ans, aurait-il vraiment pu orchestrer son enlèvement? Ce n'est pas tout, poursuivit Legrand. J'ai également découvert des mouvements financiers suspects. 3 virements de 50 000 € chacun, effectués depuis un compte offshore vers des comptes en Suisse, tous liés indirectement à votre directeur financier, Laurent Vasseur, un proche de Dumas. Laurent? Antoine n'en croyait pas ses oreilles. Il travaille avec moi depuis le début. Il a été le témoin à mon mariage. Les trahisons les plus douloureuses viennent souvent des personnes en qui nous avons le plus confiance, observa sobrement le détective. Ces virements ont eu lieu 3 jours avant votre enlèvement, puis le jour même et enfin la veille de votre découverte dans la casse. Antoine se prit la tête entre les mains. Avez-vous des preuves directes contre Philippe? Pas encore, mais nous nous en approchons. Je suis en train de remonter la piste du compte offshore, et j'ai placé Vasseur sous surveillance discrète. Que me conseillez-vous? Pour l'instant, la prudence. Continuez à agir normalement avec vos collègues, y compris Dumas. Ne laissez rien transparaître de vos soupçons ou de notre enquête. Parallèlement, je vous suggère de renforcer votre sécurité personnelle et celle de votre famille. Le mot « famille » fit tressaillir Antoine. Oui, Mathilde et Martine étaient désormais sa famille, et il devait les protéger. Si Philippe et Laurent étaient capables d'organiser son enlèvement,
pour des motifs financiers. Qui sait ce qu'ils pourraient faire s'ils apprenaient l'existence de Mathilde? J'y veillerai, assura-t-il. Et la police? Ne devrions-nous pas les informer? Pas encore, conseilla Legrand. L'enquête officielle piétine, et nous n'avons pas assez d'éléments concrets pour l'orienter efficacement. Mieux vaut continuer notre investigation discrète jusqu'à ce que nous ayons des preuves irréfutables. En quittant le bureau du détective, Antoine se sentait partagé entre la colère, la déception et une inquiétude grandissante. La trahison de ses plus proches collaborateurs le blessait profondément. Mais sa préoccupation principale était désormais la sécurité de Mathilde et Martine. Le lendemain matin, Antoine prit une décision difficile, mais nécessaire. Il devait temporairement s'éloigner de Mathilde et Martine pour ne pas attirer l'attention sur elles. Si ses soupçons s'avéraient fondés et que Philippe Dumas était bien derrière son enlèvement, la découverte de l'existence de Mathilde pourrait les mettre tous en danger. Il leur rendit visite pour expliquer la situation, choisissant ses mots avec soin pour ne pas effrayer l'enfant tout en étant honnête. « Je dois m'absenter quelques jours pour régler des affaires importantes liées à mon incident », expliqua-t-il. « Je préfère que nous limitions nos contacts pendant cette période par mesure de précaution. » Martine comprit immédiatement les implications non dites. Son regard s'assombrit, mais elle acquiesça sans poser de questions devant Mathilde. « Combien de temps ?» demanda simplement la fillette, une pointe de déception dans la voix qui toucha profondément Antoine. « 1 semaine, peut-être 2. Pas plus, je te le promets. » Il lui tendit un petit paquet soigneusement emballé. « En attendant, j'ai quelque chose pour toi. » Mathilde ouvrit le paquet pour découvrir un téléphone portable flambant neuf. « C'est pour que nous puissions nous parler tous les jours, » expliqua Antoine. « Mon numéro est déjà enregistré. Tu peux m'appeler à n'importe quelle heure, pour n'importe quelle raison. » Le visage de la fillette s'éclaira. « Merci, » dit-elle en serrant l'appareil contre elle. « J'ai aussi renforcé la sécurité de votre immeuble, » ajouta Antoine à l'intention de Martine. « Un gardien discret surveillera les entrées et sorties. Vous ne le remarquerez probablement même pas, mais il sera là. » La vieille dame hocha la tête, comprenant la gravité de la situation. « Faites attention à vous, Antoine. Cet enfant a déjà perdu un père une fois. » Ces paroles, prononcées avec une simplicité désarmante, résonnèrent en lui comme un engagement solennel. Oui, il ferait preuve de prudence, non pas tant pour lui-même que pour Mathilde. Les jours suivants furent consacrés à un jeu d'échecs aussi subtil que dangereux avec Philippe Dumas. En surface, Antoine maintenait une attitude normale, discutant des affaires courantes de l'entreprise et évitant toute allusion à son enlèvement. Mais en coulisses, il travaillait avec Legrand pour rassembler des preuves. Le détective avait fait une découverte cruciale. Le compte offshore ayant financé l'enlèvement était indirectement lié à une société écran basée au Luxembourg, elle-même contrôlée par une holding, dont Philippe Dumas était l'un des administrateurs cachés. « C'est presque suffisant pour le confondre », expliqua Legrand lors d'une rencontre discrète dans un café anonyme de Guerlain, loin du centre-ville. « Mais il nous manque encore le lien direct. Dumas a soigneusement couvert ses traces. »« Et Vasseur ?» demanda Antoine. Il commence à s'inquiéter. Mes hommes l'ont surpris en train de vider son coffre-fort personnel à la banque. Il prépare visiblement sa fuite. Cette information alarma Antoine. Si Laurent prenait peur et décidait de disparaître, ils perdraient peut-être leur meilleure chance de remonter jusqu'à Dumas. « Nous devons agir maintenant, » décida-t-il. « Contacter le commissaire Leroy, montrer-lui ce que nous avons et suggérer une intervention immédiate pour interpeller Vasseur avant qu'il ne s'évapore. » Le détective approuva ce plan. 2 heures plus tard, Laurent Vasseur était arrêté discrètement, alors qu'il quittait les locaux de Mercier Technologies. Confronté aux preuves accumulées et à la perspective d'une lourde peine, il ne tarda pas à craquer. Confirmant les soupçons d'Antoine, Philippe Dumas avait effectivement commandité l'enlèvement. Le plan n'était pas de vous éliminer, révéla Vasseur aux enquêteurs, juste de vous faire peur, de vous retenir quelques jours pendant que Dumas finalisait la vente de l'entreprise au consortium américain, avec votre signature falsifiée, bien sûr. Cette confession entraîna l'arrestation immédiate de Dumas, dont le domicile fut perquisitionné. Les policiers y découvrirent des documents accablants, dont un faux contrat de vente, prêt à être antidaté et soumis aux acquéreurs potentiels. « Je n'arrive toujours pas à croire qu'il ait pu aller aussi loin », confia Antoine au commissaire Leroy après l'arrestation. « Pour de l'argent,
300 millions d'euros selon nos informations, précisa le policier. La cupidité fait commettre les pires folies, monsieur Mercier. L'affaire fit la une des journaux lyonnais, mais Antoine veilla à ce que son nom soit mentionné le moins possible. Il ne voulait pas de publicité qui pourrait attirer l'attention sur Mathilde et Martine. L'arrestation de Dumas et Vasseur lui apportait un soulagement certain, mais il restait une question cruciale à régler, l'identité officielle de Mathilde. Avec la conclusion de l'enquête sur son enlèvement, Antoine pouvait enfin se consacrer pleinement à cette question. Il commença par consulter son avocat, Maître Fournier, un homme discret et compétent qui l'avait accompagné dans les moments les plus difficiles suivant la disparition de Sophie. « La situation est complexe mais pas insoluble », déclara l'avocat après avoir écouté attentivement le récit d'Antoine. « Nous avons plusieurs éléments en notre faveur. La ressemblance physique indéniable, la cicatrice distinctive, la correspondance temporelle entre l'accident et la découverte de l'enfant par Madame Dubois, et maintenant ces fragments de mémoire qui ressurgissent. Que proposez-vous? Un test ADN pour commencer. C'est la preuve la plus irréfutable. Ensuite, nous devrons présenter un dossier solide au tribunal pour faire annuler la déclaration de décès qui a été prononcée et rétablir l'identité civile de votre fille. » Antoine approuva ce plan. Le test ADN fut réalisé dans un laboratoire privé avec le consentement de Martine et l'accord de Mathilde, à qui on expliqua simplement qu'il s'agissait de vérifier scientifiquement ce que nous soupçonnons déjà. 2 semaines plus tard, les résultats tombèrent, confirmant ce qu'Antoine avait su dans son cœur dès le premier regard. Mathilde était bien Sophie Mercier, sa fille disparue 2 ans auparavant. La procédure juridique qui s'ensuivit fut longue mais sans obstacle majeur. Le tribunal, convaincu par les preuves scientifiques et les témoignages, prononça l'annulation du certificat de décès et reconnut officiellement l'identité de Sophie. Toutefois, sensible à la situation particulière de l'enfant et au lien qu'elle avait développé avec Martine Dubois, le juge opta pour une solution innovante, une garde partagée entre Antoine et Martine, avec résidence alternée. « C'est la meilleure décision possible », déclara Antoine en sortant du tribunal, Mathilde Sophie tenant sa main d'un côté et celle de Martine de l'autre, quand nous sommes officiellement une famille tous les 3. La question du nom de l'enfant fut résolue avec la même sensibilité. Légalement, elle redevenait Sophie Mercier, mais tout le monde accepta de continuer à l'appeler Mathilde dans la vie quotidienne. Son 2e prénom officiel, qu'Antoine lui donnait parfois avant l'accident, devenu son identité pendant ses 2 années d'amnésie. 1 mois après la décision de justice, Antoine proposa à Martine de quitter le petit appartement de la Croix-Rousse pour s'installer dans la grande maison de Fourvière. « Il y a suffisamment d'espace pour que vous ayez votre indépendance », expliqua-t-il. « Vous pourriez occuper l'aile est, avec votre propre salon, cuisine et entrée. Mathilde aurait sa chambre près de la vôtre et une autre près de la mienne. Elle pourrait circuler librement entre nos 2 espaces. » La proposition était tentante, mais Martine hésitait. « Je ne veux pas m'imposer dans votre vie, Antoine, ni créer de confusion pour l'enfant. Vous ne vous imposez pas, insista-t-il. Au contraire, c'est moi qui vous demande de nous aider à former une vraie famille. Mathilde a besoin de nous 2. » Finalement, la vieille institutrice accepta, à condition de pouvoir contribuer à sa manière à la vie du foyer. « Je ne veux pas être traitée comme une invitée ou une pensionnaire, » déclara-t-elle fermement. « J'ai besoin de me sentir utile. » Antoine comprenait parfaitement ce besoin de dignité et d'utilité. Il proposa à Martine de l'aider à créer une fondation, financée par une partie des actions de Mercier Technologies, destinée à soutenir les enfants en situation de précarité. Son expérience de la vie dans la rue et sa formation d'enseignante faisaient d'elle la personne idéale pour diriger un tel projet. L'idée enchanta la vieille dame, dont les yeux s'illuminèrent d'une nouvelle flamme. Transformer notre épreuve en quelque chose de positif pour d'autres enfants. C'est exactement ce qu'il nous faut pour guérir complètement. Le déménagement eut lieu un samedi de printemps. Mathilde Sophie s'adaptait remarquablement bien à cette nouvelle configuration familiale, naviguant avec aisance entre ces 2 univers désormais réunis. Sa mémoire revenait par fragments, stimulée par les lieux, les objets, les sons de son ancienne vie. Le piano en particulier agissait comme un puissant catalyseur de souvenirs. Un soir, alors qu'Antoine jouait distraitement dans le salon, la fillette s'approcha et s'assit à côté de lui sur le banc. « Je peux essayer quelque chose ?» demanda-t-elle timidement.
Antoine s'écarta légèrement, lui laissant la place. Mathilde Sophie posa ses doigts sur les touches et, à sa grande surprise, commença à jouer la sonate que sa mère, Élise, lui avait apprise peu avant l'accident. Ses doigts hésitèrent d'abord, cherchant les notes, puis trouvèrent leur chemin avec une assurance grandissante. Antoine resta immobile, n'osant croire ce qu'il entendait. Ce n'était pas seulement une question de technique, c'était l'interprétation même. Cette façon particulière qu'avait Élise d'accentuer certaines notes, ce léger ralentissement avant la reprise du thème, des détails que seule Sophie pouvait connaître, avoir intégrés en observant sa mère. Lorsqu'elle termina, le silence qui suivit fut empreint d'une émotion palpable. « Je me souviens de maman », dit simplement Mathilde Sophie. Elle jouait cette pièce souvent. Elle disait que c'était comme raconter une histoire avec les doigts. Antoine, la gorge nouée, ne put que hocher la tête. Ces moments où le passé ressurgissait ainsi, intact et vivant, étaient à la fois douloureux et merveilleux. Le printemps céda la place à l'été, et la maison de Fourvière s'anima d'une vie nouvelle. Les murs, qui avaient résonné pendant 2 ans du seul silence du deuil, s'emplissaient désormais de rires, de musique, de conversations animées. Martine avait apporté avec elle une chaleur, une sagesse teintée d'humour qui transformait l'atmosphère austère de la demeure. Son pavillon, initialement conçu comme un espace séparé, était devenu le cœur battant de la maison, où tous se retrouvaient pour les repas, les jeux de société, les discussions au coin du feu. Antoine observait cette métamorphose avec un mélange d'émerveillement et de gratitude. La tragédie qui avait failli détruire sa vie, la perte de sa femme et de sa fille, puis son propre enlèvement, avait paradoxalement ouvert la voie à une forme de renaissance. Sa relation avec Mathilde Sophie s'approfondissait jour après jour, tissée de moments partagés, de souvenirs retrouvés, de nouvelles traditions établies. Un dimanche de fin d'été, ils organisèrent un pique-nique dans le jardin. L'air était doux, parfumé par les roses tardives et le jasmin. Mathilde Sophie courait après le jeune chien qu'ils avaient adopté au refuge local, un bâtard joyeux et maladroit qui répondait au nom de Caramel, en hommage à l'ours en peluche. Assis côte à côte sur une couverture étalée dans l'herbe, Antoine et Martine contemplaient ce spectacle avec un bonheur tranquille. « Qui aurait cru que nous en arriverions là ?» murmura la vieille dame, son regard suivant les évolutions de l'enfant et du chiot. « Certainement pas moi, » admit Antoine. « Il y a encore 6 mois, j'étais un homme brisé, seul dans cette grande maison vide, incapable d'imaginer un avenir. » Martine hocha la tête, compréhensive. « Et moi, j'étais une vieille femme sans espoir, luttant chaque jour pour notre survie sous ce pont, terrifiée à l'idée qu'on puisse me séparer de cet enfant qui était devenu ma seule raison de vivre. Et maintenant, nous sommes une famille, » conclut Antoine avec un sourire. « Différente, inattendue, mais une vraie famille. » Mathilde Sophie revint vers eux en courant, les joues rougies par l'effort, les yeux brillants de joie. Le pendentif en forme d'étoile scintillait à son cou, captant les rayons du soleil. Elle se laissa tomber entre eux sur la couverture, essoufflée mais radieuse. « Grand-mère, papa, regardez ce que Caramel a trouvé. » Ces 2 mots, grand-mère et papa, prononcés avec tant de naturel, résumaient parfaitement le miracle de leur situation. Cet enfant, qui avait perdu sa mémoire et son identité, avait finalement gagné non pas une, mais 2 familles fusionnées en une seule. Plus tard dans la soirée, alors que le soleil déclinait à l'horizon, Antoine se retrouva seul dans le salon, au piano. Il joua doucement la berceuse qu'il avait composée pour Sophie à sa naissance, cette mélodie qui avait été le premier fil ténu reliant Mathilde à son passé oublié. La fillette apparut silencieusement dans l'embrasure de la porte, attirée par la musique. Elle écouta un moment, puis s'approcha et s'assit à côté de lui. « Je me souviens maintenant, » dit-elle doucement. « Pas de tout, mais de beaucoup de choses. » Antoine cessa de jouer, l'encourageant à poursuivre d'un regard. « Je me souviens de la voiture, » continua-t-elle, « de l'eau qui montait, de maman qui essayait de détacher ma ceinture. Elle m'a dit de ne pas avoir peur, que tout irait bien. » Sa voix tremblait légèrement, mais elle continua. « Puis il y a eu un grand bruit, et les lumières se sont éteintes. L'eau est entrée partout, froide, tellement froide. » Antoine sentit son cœur se serrer à l'évocation de ces moments terribles. Il posa doucement sa main sur celle de l'enfant, lui offrant un ancrage dans le présent alors qu'elle explorait ce passé traumatique. « Je crois que j'ai perdu connaissance. Quand je me suis réveillé, j'étais dans l'eau, accroché à quelque chose qui flottait. J'ai vu une lumière sur la rive, et j'ai essayé de nager vers elle. C'est le dernier souvenir avant grand-mère. » Elle se tut, perdue dans ses pensées,
puis leva les yeux vers Antoine. « Est-ce que ça te rend triste que je l'appelle toujours grand-mère, même si elle n'est pas vraiment ma grand-mère ?» Antoine secoua la tête avec un sourire ému. « Pas du tout. Elle est ta grand-mère de cœur, et c'est tout aussi important qu'une grand-mère de sang. » Mathilde Sophie acquiesça, visiblement soulagée. Puis elle posa ses doigts sur les touches du piano et commença à jouer, hésitante d'abord, puis avec plus d'assurance, la berceuse qu'Antoine venait d'interpréter. « Je me souviens que tu me la jouais chaque soir, » dit-elle sans cesser de jouer, « et que je te demandais toujours de recommencer, encore et encore, jusqu'à ce que tu dises que si tu jouais une fois de plus, tes doigts tomberaient. » Antoine rit doucement à ce souvenir. « C'est exactement ça. Tu as toujours adoré cette mélodie. » Ils jouèrent ensemble, à quatre mains, leurs doigts dansant sur les touches en parfaite harmonie. Dans cette musique partagée, père et fille retrouvaient un langage commun, un pont entre le passé et le présent, entre Sophie et Mathilde, ces deux facettes d'une même enfant miraculeusement préservée. De son côté du salon, assise dans son fauteuil préféré, Martine les observait avec un sourire bienveillant. Le livre qu'elle lisait reposait, oublié, sur ses genoux. Le chiot s'était endormi à ses pieds, roulé en boule. Ce tableau simple et parfait résumait tout ce qu'elle n'avait jamais osé espérer. Une famille, un foyer, une sécurité, non pas offert comme une charité, mais partagé dans la dignité et l'amour mutuel. Dans les semaines qui suivirent, la Fondation Étoile Mercier vit officiellement le jour, avec Martine à sa tête. Son premier projet, la rénovation d'un immeuble abandonné de la Croix-Rousse pour en faire un centre d'accueil pour familles en difficulté, offrant hébergement temporaire, aide administrative et soutien scolaire. Antoine mit à disposition non seulement les fonds nécessaires, mais aussi son réseau professionnel pour faciliter les démarches administratives et trouver des partenaires. Quant à Mercier Technologies, l'entreprise prenait un nouveau départ. Après le scandale de la tentative d'enlèvement, Antoine avait procédé à une restructuration complète de la direction, promouvant des talents internes de confiance et modifiant les statuts pour garantir que l'entreprise reste ancrée à Lyon et fidèle à sa vision originelle. Un soir d'automne, alors que les premiers frimas teintaient les vitres de buée, la petite famille était réunie dans le salon. Antoine au piano, Mathilde Sophie à ses côtés tournant les pages de la partition, Martine dans son fauteuil brodant un coussin et Caramel roulé en boule près du feu. Une scène ordinaire d'harmonie familiale, d'autant plus précieuse qu'elle avait failli ne jamais exister. « C'est étrange quand on y pense », observa Martine en levant les yeux de son ouvrage. « Sans ce terrible enlèvement, nous ne nous serions jamais rencontrés. Tu n'aurais jamais retrouvé ta fille, Antoine. Et sans le dévouement de grand-mère, je ne serais peut-être plus là pour être retrouvée », ajouta Mathilde Sophie avec cette sagesse qui surprenait souvent chez elle. Antoine acquiesça, méditatif. Parfois, les chemins les plus sombres mènent aux destinations les plus lumineuses. Il reprit son jeu, laissant les notes cristallines de la berceuse s'élever dans la pièce chaude et accueillante. À travers la fenêtre, on pouvait apercevoir les lumières de Lyon qui scintillaient dans la nuit comme autant d'étoiles terrestres, une ville qui avait vu leur tragédie et leur renaissance, leurs larmes et leurs joies retrouvées. Le pendentif en forme d'étoile brillait doucement au cou de Mathilde Sophie, symbole parfait de leur histoire, brisé puis recollé. Jamais tout à fait comme avant, mais d'une beauté nouvelle, différente. Une étoile pour guider les voyageurs perdus, exactement ce qu'ils avaient été tous les trois, avant de se trouver mutuellement.